Bonjour à tous et bienvenue au 13h. Voici les titres du jour. Au Gabon, des militaires annoncent l'annulation des élections et la dissolution des institutions de la République. L'information a été rendue publique à travers un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon Première. Tête à tête entre Patrice Talon et Xi Jinping en Chine, plusieurs actes de coopération seront évoqués au cours de cette visite d'État. Que peut-on en espérer? On en parle dans ce 13h. Et puis le dossier environnement du jour s'intéresse à une innovation qui vient résoudre un problème auquel les agriculteurs sont confrontés. Nous vous amenons à la découverte d'un biofertilisant made in Bénin. On démarre par l'actualité au Gabon. Des militaires ont annoncé à la télévision nationale l'annulation des élections et la dissolution des institutions de la République. Nous mettons fin au régime en place, affirme un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers gabonais à travers un communiqué, un coup d'État qui annonce la fin du régime Bongo. Blaise Adampo pour les détails. Parmi les militaires, une douzaine figurent des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence reconnaissable à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Sur la télévision publique Gabon Première, abritée au sein de la présidence, ils annoncent dans un communiqué l'annulation de l'élection présidentielle, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime Bongo. Au nom du peuple gabonais, et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. La déclaration est diffusée et passe en boucle sur Gabon Première. L'annonce de ce coup de force est intervenue peu après la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi qui a vu le président sortant Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, décrocher un troisième mandat avec 64,27% des suffrages pour 30,77% pour son principal rival Albert Ondo Ossa. Dans le quartier populaire plein ciel de Libreville, des militaires à bord d'un pick-up ont levé les bras en signe de victoire. Ils sont applaudis par la foule. Première ministre Elisabeth Borne a donné la première réaction de la France quelques heures après l'annonce du comité de transition et de restauration des institutions. L'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. La guerre en Ukraine, qui se poursuit et s'inscrit dans le temps long, la situation au Soudan et l'organisation remarquable de l'évacuation de nos ressortissants, le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. De son côté, la Chine appelle les parties concernées au Gabon à garantir la sécurité du président Ali Bongo. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre normal et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale. Le renversement du président sortant mettrait fin au règne de la famille Bongo qui a duré 53 ans au Gabon. Le président gabonais, il faut le préciser, est en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins. Et l'un de ses fils aurait été arrêté, notamment pour haute trahison, ont annoncé ce mercredi les militaires auteurs du coup de force. Tête à tête entre Patrice Talon et Xi Jinping en Chine. Une rencontre au sommet qui interviendra entre le 31 août et le 3 septembre prochain. Plusieurs actes de coopération sont au menu de cette visite d'État du président béninois. Que peut-on en espérer, Lénaï Kabazaou?
L'Empire du Milieu s'apprête à accueillir Patrice Talon, une visite d'état-major pour le chef de l'État dont on connaît les talents de VRP, voyageurs, représentants et placiers VIP. Cotonou et Pékin ont célébré en 2022 le jubilé d'or de leurs relations diplomatiques, un 59 fructueux, des relations historiques aux retombées innombrables et énormes. Un partenariat multisectoriel avec au compteur, la réalisation de plusieurs infrastructures de développement au Bénin et un appui continuel pour la concrétisation de plusieurs projets. Ce voyage vient donc fouetter les axes de coopération sino-béninoise pour une consolidation des liens dans l'intérêt supérieur des deux pays. Le tête-à-tête Talon Xi Jinping est annonciateur de mobilisation de ressources complémentaires pour la réalisation du PAG 2021-2026. Un vaste et ambitieux programme qui place le bien-être du Béninois au cœur de ses actions. La Chine, partenaire historique et privilégié du Bénin, est honoreux de recevoir sur son sol le chef de l'État béninois. Patrice Talon effectuera ainsi son premier voyage officiel à l'extérieur du pays après le congé gouvernemental. Un démarrage en trombe pour l'inépuisable et infatigable développeur. Patrice Talon renforce sa présence sur la scène internationale, preuve éloquente d'une diplomatie béninoise offensive qui va à la conquête du monde. Les discussions entre Talon et Xi Jinping tourneront aussi certainement autour des questions géopolitiques, puisque la rencontre entre les deux chefs d'État intervient au lendemain du dernier sommet des BRICS et dans un contexte marqué par la résurgence des coups de force dans la sous-région ouest africaine. Cotonou et Pékin vont raviver les liens pour affronter de nouveaux défis de développement. Un dialogue entre la Grande Muraille de Chine et l'Amazone de Cotonou, allusion faite au volet culturel et touristique de la coopération. En fin de mission au Bénin, l'ambassadrice de l'Union européenne fait ses adieux à la vice-présidente de la République. La diplomate a revisité avec Mariam Diaby-Talata les chantiers entrepris pour la promotion de la femme béninoise. La vice-présidente du Bénin a aussi reçu l'ambassadrice du Bénin près la France. Elles se sont confiées au micro de Lénaï Kagwasaou et de Bénédicte Poissou. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'échanger avec la vice-présidente, Madame Talata, qui est une grande alliée en ce qui concerne la lutte pour la promotion des femmes. Nous avons échangé sur notre engagement ici au Bénin, l'engagement de l'Union européenne et aussi très concrètement sur un projet qui sera un projet pour les mois, les 2 années à venir ici au Bénin pour la protection et la promotion des femmes. Nous avons échangé sur la programmation et sur les priorités du gouvernement en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Nous avons échangé sur la santé sexuelle, les projets qui soutiennent des jeunes filles, des femmes. Nous avons échangé sur les projets contre la violence basée sur le genre et la vice-présidente nous a aussi donné beaucoup de conseils en ce qui concerne l'engagement, peut-être plutôt au nord du pays. Tout d'abord, je dirais que je suis très honorée d'avoir pu échanger et rencontrer Madame la vice-présidente. Ce fut un échange très riche, passionnant, je dirais plus. On a bien entendu, vous l'imaginez, parler beaucoup de la femme et des jeunes filles, de comment nous pouvions ensemble nous associer pour trouver les moyens de valoriser les femmes au sein de l'ensemble des institutions béninoises et surtout de l'exception béninoise. L'exception béninoise qui n'a rien à envier à personne, qui fait que la femme béninoise, de l'Amazone aux femmes modernes, aux Amazones modernes, occupe une place centrale dans la société. Il est de notre devoir de pouvoir exécuter cette juste vision qui est celle du chef de l'État, de pouvoir replacer cette femme au cœur de la société et de la stratégie du pays. Et on a utilisé cette expression que j'affectionne particulièrement, qui est il faut s'appuyer sur l'ancien fil pour pouvoir tisser le nouveau. Et la nouvelle ambassadrice du Bénin en France était aussi à la Cour constitutionnelle. Elle a été reçue par le président de l'institution. Les deux personnalités ont passé au peigne fin les questions relatives à la coopération bilatérale en vue du renforcement des liens existants entre le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle du Bénin. Le point des échanges au micro de Bénédicte Poissou et de Ulvaeus Balogun. J'ai pu donc échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur les partenariats de long terme qui existent avec
de l'institution française, mais pas que. Des partenaires qui se veulent à la fois techniques, mais aussi sur la structure même des cours constitutionnels francophones et la participation du Bénin active au sein de l'association des cours constitutionnels francophones. L'idée de cet échange, c'est d'assurer aussi, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, de mon plein soutien sur l'approfondissement des liens qui unissent la Cour constitutionnelle béninoise et la Cour constitutionnelle française, et de pouvoir aussi bénéficier de toute sa clairvoyance et son expertise dans l'exercice de mes missions. Ce fut un échange très fructueux et nous nous sommes tous deux accordés sur notre soutien mutuel dans l'exercice de nos fonctions. On reste avec l'ambassadrice du Bénin près la France qui a été reçue en audience par le président du Conseil économique et social. Le renforcement des liens institutionnels était au cœur de leurs échanges. On l'écoute au micro de Arnaud Adadja et de Christian Zeboshi. L'objectif principal de ces échanges, c'est de pouvoir aborder les voies du renforcement des liens de coopération avec les institutions de la juridiction de l'ambassade de Paris. J'allais même dire des juridictions de l'ambassade de Paris, puisque Paris, comme vous le savez certainement, est un pôle diplomatique stratégique qui couvre plusieurs pays. L'idée, c'était de pouvoir explorer ensemble les pistes pour le renforcement de la coopération interinstitutionnelle, en sachant que le CES est déjà très lié avec le comité économique, social et environnemental français. L'idée étant de pouvoir garantir, Monsieur le Président, de tous les moyens possibles pour accompagner et approfondir cette relation. Monsieur le Président du CES a exprimé son soutien et m'a aussi apporté de précieux conseils de par sa sagesse et son expertise qui me permettront de mener à bien mes missions. Nous avons beaucoup parlé de la confiance précieuse et honorable que la République du Bénin a placée en nous pour mener à bien notre mission, et du travail, du courage et de la force qu'il faut pour représenter le plus dignement possible et le plus efficacement possible le Bénin, mais aussi l'ensemble des Béninois. Dans le reste de l'actualité, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé sont actuellement dans le nord Bénin. C'est dans le cadre d'une tournée qui a pour objectif d'apprécier la mise en œuvre de plusieurs réformes engagées par le gouvernement pour garantir des soins de qualité aux populations. La première étape de cette tournée, c'est l'hôpital de zone de Basila. Après le tour des différentes unités et les échanges avec le personnel, l'équipe de l'ARS fait le point au micro de Jean-Claude James et de Yves Agolopessi. L'objectif de cette mission, c'est d'aller voir sur place la qualité des soins qui est donnée aux populations. Première chose. Deuxième chose, voir comment la réalisation du droit à la santé est vraiment mise en œuvre dans ces différents établissements. Et nous devons aussi regarder comment l'assurance maladie, le volet assurance maladie du projet ARCHE est mis en place, et puis comment la stratégie de la santé communautaire est mise en place. Nous avons vu un personnel motivé, aussi bien au niveau administratif que technique. Ils étaient présents à leur poste et ils ont posé des actes qui montrent qu'ils ont entrepris d'améliorer la qualité de leur modalité d'exercice en créant de nouvelles unités, en améliorant l'organisation, en agissant aussi dans la qualité des soins, puisque on sait qu'aujourd'hui, les accompagnants vont interférer avec des pratiques dans les soins que les professionnels donnent aux patients. Et là, on a vu à la maternité, par exemple, l'installation d'une grille qui permet de garder les familles et les accompagnants à distance des malades pour éviter que cette interaction pathologique, anormale, puisse se passer et concourir à des mauvais résultats. Amélioration de l'aménagement des nouveaux locaux parce qu'ils sont à l'étroit. Et deuxièmement, les ressources humaines. Ces deux problèmes sont des problèmes qui sont récurrents et nous savons qu'il faudra travailler à les régler. Et le gouvernement déjà travaille sur la construction de nouveaux établissements, sur le réaménagement des anciens.
Place au dossier du jour. C'est une innovation qui vient résoudre un problème auquel sont confrontés les agriculteurs. Un biofertilisant fabriqué à base d'Ad26, une ingéniosité mise au profit des populations pour non seulement restaurer les terres infertiles et créer de nouvelles opportunités économiques aux communautés. William Tchoki. Elles poussent spontanément partout, dans les champs et dans la culture. Elles sont qualifiées de plantes envahissantes, une présence plus ou moins nocive pour le commun des mortels. Ces plantes, appelées vulgairement mauvaises herbes, regorgent pourtant d'importants principes actifs, des éléments de fertilisation de sol, des principes actifs tirés à travers un procédé de biominéralisation. Il faut d'abord les connaître, on connaît leur potentiel, donc ça c'est le premier. Le second, c'est la maîtrise de la technique de biominéralisation, donc avoir une souche de micro-organismes capable d'extraire tes éléments. Et le troisième principe, c'est le principe de la formulation, donc pouvoir faire des mélanges qui correspondent aux besoins spécifiques des cultures souhaitées. Bienvenue Chabi Adjé, presque la quarantaine, est un environnementaliste. Jadis étudiant à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, sa forte curiosité va l'amener à identifier les minéraux, les mettre en contact avec les micro-organismes pour en fabriquer un biofertilisant. La première étape consiste en la collecte des plantes adventices que vous connaissez, comme je l'ai dit, que vous maîtrisez. Donc nous allons les collecter, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est leur mise en biominéralisation, donc la mise en contact avec les micro-organismes, qui est, disons, la phase, l'étape de l'extraction des minéraux. La troisième étape, c'est l'étape donc du dosage. Quand vous avez fini d'extraire, vous allez doser au laboratoire et vous allez connaître la composition donc, de ces extraits-là. Et la dernière étape, c'est celle de la formulation. Donc vous allez maintenant combiner les différents éléments que vous avez pour composer le fertilisant répondant aux besoins de la culture ciblée. Le produit fini est expérimenté dans un jardin, puis ici, à Quintor, un village de la commune de Soava. C'était une galerie forestière, le village était caché au milieu des bois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Les dames se sont converties à l'agriculture. L'agriculture ayant un peu d'espoir, compte tenu donc des conditions du climat et tout ça. Aujourd'hui, elles se sont rabattues sur l'exploitation du bois. Donc voilà, conséquence, plus de forêt. Tous les jeunes arbres qui poussent autour du village, ils servent de bois de chauffe en fait, à Cotonou. La technique de biominéralisation est apprise à ces femmes de Quintor. Elles produisent le biofertilisant. Il est vendu aux maraîchers, une nouvelle activité économique plus bénéfique pour l'environnement. Des immersions pour ces jeunes apprenants des lycées agricoles du Bénin. Ils viennent toucher du doigt les leçons apprises en classe. Ils repartent aussi avec un plus, la maîtrise de la fabrication du biofertilisant. Les fertilisants bio, les produits, le traitement bio et autres. Comment on fait la culture au sol et sous serre aussi, sous abri. J'ai appris beaucoup de choses. Restaurer les terres dégradées, réduire l'utilisation des intrants chimiques, des procédés existent pour garantir la consommation de spéculations agricoles saines aux populations. Quel avenir pour les radios rurales locales au Bénin? La question interpelle autorités, cadres et conseillers à la HAC, mais pas seulement. Les patrons de presse et professionnels des médias également à Abomey, ils se penchent sur des pistes de solutions. Pierrette Adanyossi, Kadnel Kapou. Nous voulons un avenir radieux pour les radios rurales locales. Insuffler un nouveau dynamisme aux radios rurales locales afin qu'elles contribuent efficacement au développement des communautés. Tel est l'objectif de ce séminaire qui s'inscrit dans un contexte de réforme inclusive du secteur des médias. À la manœuvre, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC.
Avec les radios rurales locales, l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression des membres des communautés est évidente. Cet atelier nous permettra de proposer des approches de solutions pour vous remettre à flot, afin que votre dévouement à l'endroit des communautés ne s'estompe jamais. Les radios rurales locales ont toujours contribué à l'éducation, à l'information et à l'épanouissement des populations. Mais elles sont confrontées aujourd'hui à d'énormes difficultés d'administration et de financement. Les différents acteurs devraient se retrouver afin de réfléchir sur d'éventuelles pistes de solutions pour permettre aux dites radios de sortir des sentiers battus et de jouer efficacement le rôle qui est le leur au sein de nos communautés. Les radios locales sont les voix authentiques des populations, reflétant leur culture, leurs préoccupations, leurs besoins et également leurs réussites. La Suisse reste engagée aux côtés du gouvernement et des institutions et des acteurs pour un meilleur devenir des radios locales. Au cours des 2 jours que dure ce séminaire, les participants auront notamment à définir le statut et le modèle économique des radios rurales locales à travers différentes communications. Retrouvailles des femmes du Parti Union progressiste, le renouveau à Grand Popo. Les accompagnatrices UPR renouvellent leur engagement, celui de s'unir pour mieux servir le peuple. À travers la nouvelle saison du projet Connaître le Bénin, ces femmes ont une fois encore prouvé leur dévouement par des activités sociales. Evariste Zoumaou, Samirat Chabimane. Les femmes du Parti Union progressiste Le Renouveau étendent leur visibilité à travers le projet Connaître le Bénin. Elles se fondent aux populations et vivent leur réalité depuis 3 ans. À travers Connaître le Bénin, nous avons eu 15 éditions. Et pendant ces 15 éditions, plus de 2000 femmes militantes de l'UP ont parcouru toute l'étendue du territoire national du nord au sud, de l'est à l'ouest, à la connaissance de notre pays, mais aussi à la connaissance d'autres citoyens et d'autres citoyennes, à la connaissance d'autres lieux, autres que leur environnement habituel. L'occasion était offerte à ces femmes de découvrir l'immense potentialité que constitue la disponibilité des femmes béninoises aux côtés de leur pays. Les accompagnatrices UPR sont des militantes engagées au service du parti et de la communauté. Elles se sont positivement illustrées pendant leur séjour à travers des activités sociales telles que des dons, le nettoyage du marché, de même que la désinfection de la maternité de Grand Popo. De la politique à la santé, en passant par l'hygiène et l'assainissement, je pourrais affirmer sans réserve que vous êtes toutes des architectes de la nation. 2 communications ont meublé cette rencontre. La première parle du documentaire sur le projet Connaître le Bénin. La seconde fait connaître l'Institut national de la femme. Les accompagnatrices UPR ont également fait du sport une manière de préserver leur santé pour les prochains défis. Pendant ce temps, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés a organisé son assemblée générale annuelle. Les travaux ont eu lieu au siège de l'association à Cotonou. Génial Afouda Mosiaboka, Edmond Mouba. Le consortium Alafia tient une nouvelle fois ses assises annuelles. À l'entame des travaux de cette assemblée générale, il est fait bilan des réalisations au titre de l'année 2022 et l'état des lieux du secteur de la microfinance. Nous sommes à 54 institutions de microfinance et réseaux affiliés, mais 5 institutions sont sous administration provisoire, 8 sont liquidées ou en cours de liquidation. Malgré tout, nous avons quand même pu mobiliser 154 milliards de crédits. Le bilan a été globalement satisfaisant. Au niveau technique, les 3 programmes d'activité sont réalisés à 77%, alors qu'au niveau financier, l'association a atteint 96,8% des prévisions d'emploi
et 96,1% des prévisions de ressources. La microfinance est l'un des secteurs stratégiques sur lequel s'appuie le gouvernement béninois pour relever le défi du bien-être des populations vulnérables. Les réalisations sont assez significatives et incluent notamment la mise en œuvre de projets structurants tels que la construction des marchés modernes dans la plupart des communes du pays. Les commerçantes et commerçants qui animeront ces espaces commerciaux ont besoin de l'accompagnement des professionnels du secteur financier et surtout des institutions de microfinance pour sécuriser leurs fonds et financer leurs activités. Au Bénin, le secteur de la microfinance compte actuellement 111 systèmes financiers décentralisés opérant à travers 758 points de service répartis sur l'ensemble du territoire national. Hors du Bénin, le chef de l'armée soudanaise effectue une visite en Égypte, en Éthiopie. L'ONU appelle tous les acteurs du pays à mettre fin au meurtre. Le président ukrainien célèbre quant à lui la journée du souvenir des défenseurs de l'Ukraine. Esther Amessiga. Le président égyptien a reçu ce mardi au nord de l'Égypte le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan. Les deux hommes ont discuté des derniers développements au Soudan et les relations bilatérales. Le président égyptien a confirmé la position ferme de l'Égypte aux côtés du Soudan et son soutien à sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale. C'est le premier voyage à l'étranger du chef de l'armée soudanaise en 4 mois d'une guerre contre les paramilitaires. Au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont péri à Niala, tuées par des roquettes tombées sur leurs maisons lors de combats entre armées et paramilitaires. Les Nations Unies lancent un appel pour que cessent les meurtres, les violences et les violations des droits en Éthiopie. L'organisation demande également que les arrestations massives cessent. L'Amhara, deuxième État le plus peuplé d'Éthiopie, est le théâtre depuis avril d'épisodes de violences armées déclenchés par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler les forces spéciales Amhara. Au moins 183 personnes ont été tuées depuis juillet dans les affrontements selon l'ONU. Au Pakistan, l'ONU suspend la condamnation à 3 ans de prison de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan. Il a été évincé l'année dernière et incarcéré pour corruption. Il juge ces accusations motivées par des considérations politiques dans la perspective des prochaines élections générales. À l'occasion de la journée du souvenir des défenseurs de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dépose une gerbe devant le mur à la mémoire des défenseurs de l'Ukraine tombés pendant la guerre Ukraine-Russie. Il remet également une décoration posthume aux familles des soldats morts au combat. C'est terminé. C'est le cri que lancent ces milliers de manifestants contre le sexisme dans le football. Ils ont défilé lundi à Madrid en soutien à Jenny Hermoso, joueuse de l'équipe de football féminine espagnole qui a remporté la Coupe du Monde le 20 août dernier. Elle a été embrassée sur les lèvres par le patron du football espagnol dont le geste a provoqué une vague d'indignation. Il a été suspendu provisoirement par la FIFA. L'affaire fait l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.